les êtres humains, ce sont des êtres OGM fabriqués par les déviants, ces fameux Ritchie, qui appartenaient à la civilisation d'Agartha et dont les légendes se sont perpétuées jusqu'à Sumer. C'est ça la vérité. Et la vérité pour nous, c'est que nous ne sommes pas des terriens. On ne peut même pas, c'est très difficile pour nous quand même quand on découvre ce genre de vérité, on ne peut même pas, comment dirais-je, avoir la nostalgie de la Terre, puisqu'on ne vient pas de là. C'est quand même colossal. Nous avons donc en fait la réponse pour laquelle en fait Homo sapiens, même 300 000 ans après, n'a pas bougé physiquement. Toutes les recherches sur notre humanité, à l'heure d'aujourd'hui, sont fausses ou sont faussées. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec Ergaster et Erectus, quand on est capable de fabriquer au musée de l'homme des crânes d'hommes préhistoriques dont on n'a même pas idée de la véritable morphologie, on se crée des personnages qui n'existent pas. Ce qui est terrible maintenant pour nous, c'est qu'on sait que toute la vie des primates jusqu'à Néandertal, c'est pas notre généalogie, c'est la sienne. Tout est vrai. Et là-dessus, Darwin a raison. Darwin a raison sur tous les êtres au gène Gaïa. Sauf que nous, on n'en fait pas partie. Donc, effectivement, la théorie darwinienne ne peut pas s'appliquer à Sapiens, ou pour une part minime. Steph, tu nous dis, ils ont falsifié l'histoire, mais bien entendu, mais depuis le début. En fait, au départ, je ne pense pas qu'ils étaient conscients de falsifier l'histoire. Mais au fur et à mesure des découvertes et des précisions qu'ils trouvaient, ils ont été obligés de falsifier l'histoire. Comment tu pourrais expliquer à des êtres humains, même au XVIIIe siècle, en fait, tu sais, on ne vient pas de la planète Terre. D'accord? Allez, admettons, j'ai l'esprit, mais alors il perd l'âge. Comment on est arrivé ici? Ben, sans les carnets de Wesley, c'était impossible de le savoir. Donc, on n'avait pas d'explication logique sur notre présence sur Terre. Mais il est évident qu'on n'est pas passé de microbes à Homo sapiens en 650 000 ans. Il faut arrêter de prendre les gens pour les cons non plus. Alors après, Jean-François, pour ce qui concerne les os de dinosaures, moi je dirais, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'ils ont quand même trouvé des corps entiers de dinosaures, enfin de squelettes de dinosaures, à même la pierre, et que donc même reproduire les os à partir des moulages, je ne pense pas qu'ils ont là aussi tout inventé. Il est possible que sur certaines espèces et dans certains membres de certaines espèces, ils ont été obligés d'extrapoler. Mais de toute façon, ils l'ont fait pour à peu près tout ce qu'ils recherchent, les scientifiques sur cette Terre. L'extrapolation est permanente. On est, nous, sur une recherche de l'espèce humaine et de l'origine de Sapiens autour des 650 000 ans. Toujours pareil, bien sûr qu'il faut, Jean-François, qu'il a pu y avoir de l'imagination pour créer et faire ces différents personnages, mais ces différents squelettes de dinosaures. Maintenant, je te dis, moi, j'ai quand même vu beaucoup de spécimens, à même la roche, hein, je veux dire que les gars n'ont pas encore extrait de la roche, où franchement, tu vois quand même qu'il y a tout le squelette quoi, dedans. Alors, le niveau des os, oui, je veux bien, William, et c'est pas 120 mètres, hein, je ne sais pas pourquoi vous êtes tous à 120 mètres, vous êtes tous en train de vous planter, c'est 135 mètres. Reprenez un petit peu l'océanographie, la paléocéanographie, et vous rendrez compte que c'est pas 120 mètres, mais 135 mètres. Le niveau d'eau était plus bas de 135 mètres. Alors, ceci dit, même 135 mètres plus bas, ça n'amène pas un sapiens de 70 000 ans au fin fond des États-Unis. Non seulement le mec aurait traversé à pied, et encore, s'il a traversé l'Atlantique à pied, je demande à voir, parce qu'il n'y a aucun fond suffisamment haut pour pouvoir créer un couloir entre, je dirais, l'Asie, ou bien l'Afrique, ou même l'Occident, pour pouvoir passer de ces continents au continent américain, même avec 135 mètres plus bas.
Donc, la vérité, d'ailleurs, elle est toujours. Hein. D'ailleurs, elle est partie pour... Oui, évidemment, William, que cette archéologie est interdite. Mais elle est interdite pour une raison très simple. Chaque fois que tu vas amener quelque chose de nouveau, chaque fois que tu vas amener quelque chose qui va perturber l'assemblage fait par les scientifiques, on va dire, agréés par la science officielle, c'est évident que tu vas gêner, tu vas importuner et qu'on va essayer d'étouffer tes découvertes. Elles peuvent aussi être fausses, tes découvertes, tu n'en sais rien, mais elles peuvent aussi avoir une part de vérité, voire être totalement vraies. Et dans tous les cas, ils n'ont pas intérêt, eux, à ce qu'on ait un point de vue divergent, ou des points de vue divergents, sur tout un tronçon de notre histoire. La disparition des civilisations a toujours été liée aux variations climatiques, tout le temps. Je l'ai d'ailleurs dit dans mon livre Civilisation antédiluvienne, toutes les recherches que j'ai faites m'ont démontré que jamais une civilisation importante n'a disparu à travers une guerre, une invasion ou une épidémie. C'est véritablement d'ordre climatique, à chaque fois. Alors après, mélangé aux sapiens, oui, Néandertal mélangé aux sapiens, mais Sapiens lui-même, William, est un OGM. Il y a eu en fait une sorte de succession d'OGM. Une première tentative faite à l'époque imprécise, où ils ont testé quelque chose sur Néandertal, ils en ont sorti un être imparfait, sur lequel ils ont refait des tentatives, en y mêlant ce coup-ci carrément de l'ADN agartien, extraterrestre, je pourrais dire. Oui, tout à fait, Greg, tout à fait. On ne peut pas, c'est pour ça que je dis, Anton Parks a fait un excellent travail, et en traduisant les tablettes de Sumer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce que les Sumériens ont fait, c'est-à-dire, ils ont transporté avec eux ce souvenir de modifications faites sur des êtres humains, sur des êtres vivants. Après, ils se sont créés des dieux en quelque sorte, mais est-ce que ces dieux, c'étaient pas les descendants des rishis, des fameux déviants? Tout est possible, tout est probable. Gaïa en fait, William, ça n'a rien à voir avec un zoo galactique. Non, non, c'est une... Gaïa, c'est la Terre. Et la Terre, comme toutes les planètes, c'est un être vivant. Elle a évolué, elle n'est pas restée comme ça tout le temps, toute sa vie. Si tu regardes 4 milliards d'années avant, elle a eu une jeunesse particulièrement tumultueuse, mais ça n'a jamais été quelque chose de, comment dirais-je, fantaisiste. La particularité de chaque planète, c'est qu'elle crée une vie qui lui est propre, une vie qui est propre à elle. Elle se crée en quelque sorte, ses parasites, son contenu. L'avantage, c'est que ce généticien a pu déterminer qu'elle fait un marquage de toutes ses créations, mère nature. Et que donc, si on est tous issus d'elle, on devrait tous avoir ce marquage. Sauf que voilà, nous ne l'avons pas, nous, mais nous ne sommes pas les seuls. Très sincèrement, Sandrine, je ne peux pas parler de système de 5 ou de 3D sur Terre. Je dis simplement que la Terre avait suivi une évolution naturelle, son évolution à elle, jusqu'à il y a 650 000 ans. C'est après ces 650 000 ans que ce monde qui nous paraît d'une banalité affligeante, qui est notre monde, enfin celui qu'on croit être notre monde, nous paraît tout à fait naturel alors qu'il n'était pas du tout conçu comme ça à l'origine. On a forcé la main à la planète, parce que sinon nous, en tout cas les survivants de notre espèce, n'auraient jamais pu survivre. Ils ont donc été obligés de faire des modifications, ce qui explique d'ailleurs en grande partie pourquoi Shambhala est une cité en grande partie enterrée, parce que, évidemment, en s'isolant du reste de la planète, elle a pu créer son propre système atmosphérique interne, comme dans un engin spatial, hein, et ainsi pouvoir respirer un air adapté aux habitants et qui n'était pas du tout adapté à la planète. C'est ensuite qu'ils ont décidé de modifier cette planète parce qu'ils avaient un projet qu'ils ont mis en place. C'est le projet
de sortir d'Agartha, de sortir de Shambhala et de conquérir l'ensemble du globe. Mais pour que ce soit faisable, il fallait d'abord transformer l'atmosphère, la végétation, il fallait transformer beaucoup de choses pour rendre ces choses compatibles avec nous. Tout à fait, Ida. Homo sapiens est un hybride. Exactement. Et un hybride sacrement bien fait. Parce que quand on regarde Néandertal et qu'on regarde Sapiens, on voit l'évolution entre les deux espèces, ou sous-espèces, je dirais pour Sapiens. Mais le travail des généticiens a été remarquable. On sent quand même une maîtrise de la génétique dans le domaine. Le système vibratoire supérieur, mon cher William, c'était l'Agartha. D'ailleurs, l'Agartha repose beaucoup sur les fréquences, le son. Même leurs armes sont basées sur le son, et non pas sur la poudre ou sur des choses comme ça. Alors, je ne suis pas très bien ta question, William, concernant l'Arche de Noé. Si tu veux bien la reformuler, ce sera avec plaisir. Oui, mais de toute façon, c'est logique. Dans les Védas, on décrit des engins volants gigantesques, des cités volantes, mais on est en train de parler de l'Agartha et de Shambhala. Je l'ai déjà expliqué dans une émission précédente. L'Agartha couvrait toute la Terre. La civilisation mondiale, elle a véritablement existé. Il y avait 98 cités. Il fallait bien qu'elles communiquent entre elles, ces cités. Et elles avaient toute une même technologie très élaborée qui venait des Agarthiens. Les Agarthiens n'ont jamais été des primitifs. Je m'inscris en faux, moi, sur la préhistoire. Je fais une sorte de négationnisme. Alors on ne peut pas les lire, ces carnets. On ne peut pas les lire, ces carnets William, d'abord parce qu'ils sont protégés, ensuite parce qu'ils ont été adaptés déjà dans des romans pour être compréhensibles. Si tu essayais de traduire ces carnets, d'abord il faudrait que tu connaisses l'anglais des années 1920, et en plus, il faudrait que tu connaisses un paquet d'autres informations, comme le kamana, le sanskrit, en le parlant je parle, hein, en l'écrivant, le dravidien, un grand nombre de techniques que je ne pense pas que tu possèdes. Je ne veux pas te minimiser, mais franchement, je ne pense pas que tu es un ingénieur en aéronautique. Donc, c'est des choses qui sont, pour l'instant, pas atteignables. Les carnets sont consultables, mais uniquement à la médiathèque des deux univers. Et sur rendez-vous, en plus, il faut être membre, enfin, c'est très compliqué pour y accéder. Ils sont uniques. Ils sont donc extrêmement précieux. Et d'autant plus qu'ils servent, comment dirais-je, d'outils de travail pour moi, par rapport à l'expédition que je suis en train de préparer, pour aller vérifier si effectivement tout ce que Wesley décrit est bien authentique. Et pas que. Alors, De Niro, oui, en fait, les rishis sont en fait les ancêtres des Anunnaki, ou, concernant les Anunnaki, ça pourrait très bien être aussi ces êtres légendaires, les rishis, dont ils se sont attribués les travaux, le savoir et l'évolution. Des réfugiés de Mars échappant à une queue de comète détruisant l'atmosphère de leur planète. C'est pas ça, mais t'es pas loin, William. Je vais en parler dans une émission qui s'appelle Aventure et Mystère, où tu verras qu'en réalité, les Agarthiens sont bien venus sur Terre, mais après avoir habité deux planètes de notre système solaire, l'une s'appelant Com, K-O-M, et l'autre s'appelant Atl-L, E-L. Et Com, c'est Mars. Donc, sa situation a été décrite, et pas comme une planète rouge, puisqu'elle était vivable à cette époque. Et il y a beaucoup de vestiges sur Mars. Moi, j'attends avec impatience les explorations qui vont se faire, parce qu'on risque de beaucoup rigoler. On risque de retrouver du kamana, voire du dravidien, sur Mars. Et là, nos chers astronautes vont expliquer ça comment. Très intéressant, j'attends que ça. Sommes-nous les esclaves des dieux? Non. Non, non, ça fait longtemps malheureusement que les dieux ont disparu. Et si on voulait classer des Agarthiens comme dieux par rapport à Sapiens, qui était un être hybride,
sous-évolué par rapport à un humanien. Si c'était le cas, ça ne l'est plus. Les Agarthians, nos pères en quelque sorte, ont mis en place un programme que nous suivons à la lettre sans même nous en apercevoir, dont le but est de nous permettre de rentrer à la maison et de subir en quelque sorte une réparation des dommages que l'on nous a causés. Tu vas te rendre compte que ça fait longtemps malheureusement que les Agarthians ne sont plus présents, en tout cas dans la vie des humains, et qu'ils comptent en fait sur nous pour nous prendre en main tout seuls. Et les carnets de Wesley sont la clé du chemin de retour. C'est la raison pour laquelle Back to Agartha est une expédition extrêmement importante qui ne peut pas être ni différée, ni reportée d'une manière ou d'une autre. Après, est-ce que nous allons y arriver? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais évidemment, Sandrine, que tu le dis toi-même, de toute façon, on le sent nous-mêmes qu'on n'est pas d'ici. Mais c'est vrai. C'est ce que je disais l'autre jour. Je disais, vous sentez quand quelque chose est juste ou est injuste. Vous n'avez pas besoin de la loi des hommes, pour le comprendre. Vous avez le ressenti spirituel profond qui vous dit ça c'est pas juste. Vous savez qu'il n'existe pas de loi qui vous permet de revendiquer cette justice, mais vous savez que ce que vous ressentez est juste. Et vous ressentez, comment dirais-je, l'altération de la justice dans cette justice imparfaite des hommes qui, justement, oblitère tout ce côté spirituel et ce côté empathique, ce côté solidaire qui existait autrefois dans les civilisations d'avant. Mais je vais te dire une chose, je ne sais pas non plus, ma chère Sandrine, ce qu'on fout sur Terre, mais je peux te dire une chose, si je trouve le moyen de me barrer, je suis le premier à m'enfuir. Je te le dis honnêtement. C'est un monde de fous ici, tu le sais, c'est un monde de fous. 510 kilomètres, 510 millions de kilomètres carrés de folie pure. Donc je veux dire, quand on a pris le recul des civilisations antédiluviennes, on se dit c'est à peu près aussi paisible que d'essayer d'entrer dans un saloon pendant le temps où les gens dedans se tapent sur la gueule, voire se tirent dessus. Et tu dis, je vais jamais atteindre le comptoir. Donc, non, c'est clair. Et oui, Ida, tu es d'accord avec nous, je vois. Ben, si tu veux, Véronique, en fait, quand ils sont venus sur Terre, ils ne sont pas venus coloniser la Terre. Ils ne sont pas venus coloniser la Terre, ils se sont écrasés. Et il faudrait pour ça que je t'explique l'histoire d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un ennemi très puissant dans l'espace, extrêmement puissant, et qui n'a rien d'humain. C'est pas un petit homme vert, version de ce qu'on peut imaginer dans les films de science-fiction. C'est des êtres étranges, qui se comportent tout à la fois comme des guêpes, comme des termites, comme des... On ne peut pas les qualifier d'animaux parce qu'on ne sait même pas s'ils sont animaux. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne vivent pas en nous dévorant, ils vivent en absorbant ce que les Agarthians ont appelé l'essence de vie. Ce qui fait qu'un gars comme moi, si je suis happé par ces bestioles, je meurs en quelques secondes, je deviens un squelette en quelques secondes, et même pas squelette, de la poussière en quelques secondes, parce que tout le vivant que je suis, toute l'énergie vivante que je suis va être consommée, on ne peut pas dire ça autrement, par ces êtres. Et en dravidien, les Agarthians les ont appelés les Arzul. Et les Arzul, ça se traduit par les fils du néant. Et ils ont une théorie, ces Agarthians, sur les fils du néant, à savoir qu'ils ne viennent même pas de notre dimension. Ils viennent d'une dimension parallèle. Il y a une fracture que personne n'explique, et ils ont pénétré et sont en train de gangréner, de bouffer toute forme de vie dans l'univers, et jusqu'à présent, personne ne les a arrêtés. Ces gens, nous les avons fuis, parce que dans une première guerre, c'est l'histoire des Agarthiens dont je te rappelle, dont je te parle là, on l'a perdu. On a réussi à trouver un nouvel oasis de paix, c'était le système solaire. Une partie de ces abrutis de bestioles nous ont retrouvés. On a été obligé de les oblitérer, mais ça nous a coûté notre civilisation. Et en fait, seules 144 000 personnes à bord de cet engin, c'est très précis, se sont écrasées sur Terre parce que l'engin ne pouvait pas aller plus loin.
L'engin, en s'évadant de cette guerre qui fait passer la guerre des étoiles pour un soap opéra, cette guerre a endommagé l'appareil et l'engin s'est écrasé là où il pouvait, la première planète sur laquelle l'engin pouvait s'installer. Quand ils occupaient, ces Agarthians, les 2 planètes du système solaire, ils étaient déjà en train de terraformer la 3e, qui s'appelait d'ailleurs Terre. En dravidien, Terre, T-E-R, ça veut dire le 3e espoir. Le 3e espoir de pouvoir s'implanter quelque part en rendant une planète, je dirais, inhospitalière en une planète accueillante. Oui, l'histoire, d'une certaine manière, Véronique, va se répéter. Si on arrive à restaurer l'Agartha et donc l'ordre premier, nous allons faire un bond quantique entre la civilisation qui existe aujourd'hui et celle qui sera dans les années à venir. Et il est évident que la première des choses qu'on voudra faire, c'est probablement rentrer à la maison, c'est-à-dire retourner d'où on vient. Et on sait d'où on vient, parce qu'on a laissé dans toutes les civilisations un repère mnémonique. Nous venons d'une galaxie se trouvant très exactement derrière l'étoile Al-Nilam du baudrier d'Orion. C'est aussi simple, et ça a été découvert par Wesley sur place, en Agartha. Donc toutes les civilisations qui ont créé des connexions avec Orion, c'est pour ne jamais oublier d'où nous sommes venus, à l'origine. Tout à fait, William, effectivement, mais c'est justement ce que je te disais. Tout ce qui touche les êtres conçus par Gaïa, identifiés par elle, suivent une évolution qui est conforme aux théories de Darwin. Après, effectivement, beaucoup de créations Gaïa se sont mises à nous imiter, à commencer par des Néandertals, mais regarde les rats. Je ne sais pas si tu es un amateur des souterrains des grandes villes, mais tu t'apercevrais que, par exemple, les rats, ça va te paraître dingue ce que je vais te dire, mais moi je l'ai vérifié de mes yeux vus, respectent le sens de circulation des bagnoles. On roule à droite chez les rats, pareil. On s'arrête au carrefour, on regarde ce qui se passe. On repère les lieux d'eau, les lieux de bouffe. On s'installe là où il y a de la chaleur. Mais ils ne sont pas les seuls. Je te donne les rats parce que c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Donc tu as parfaitement raison, tu as tout à fait raison sur ce plan. Les êtres de Gaïa ont compris que Sapiens est non seulement pas de la Terre, mais bien plus évolué que tous les êtres de cette Terre. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de prédateurs. Nous ne sommes pas d'ici. La Terre n'a jamais pu concevoir un régulateur nous concernant. Elle ignorait jusqu'à récemment, et malheureusement pour elle, notre existence et le pouvoir qu'on pouvait avoir sur elle. Alors, Sandrine, la différence entre les Agarthians et les Anunnaki, c'est tout simplement que les Anunnaki peuvent être tout à fait une des espèces venues avec les Agarthians et s'écrasant sur la Terre. Il faut que tu saches que les Agarthians, c'est un terme qu'on a donné de ceux qui venaient de la galaxie de Gartha, et que la Gartha, c'est Gartha, la nouvelle Gartha en Kamana. La nouvelle. Et en fait, ils ont baptisé cette planète la nouvelle Gartha, alors que la Gartha d'origine était carrément toute une galaxie. Cette galaxie était peuplée de 100 000 mondes. Tu ne vas pas avoir la naïveté de croire qu'ils étaient tous montés sur le même modèle. Donc, des êtres reptiliens, on en parlait encore récemment avec un suiveur, les êtres reptiliens sont pour moi une totale réalité et je ne leur donne même pas un aspect maléfique. Je ne sais pas si c'était maléfique ou pas maléfique, je ne sais pas si, comme toutes les races, comme toutes les espèces je préfère dire, il n'y avait pas des bons et des cons au milieu de chacun. Donc, les Anunnaki ont pu être, certains Anunnaki ont pu être des Rishi à l'époque d'Agartha. Puisque les Agarthiens, ce n'est pas que des êtres humains à l'aspect humanoïde. C'était les survivants de toute une galaxie qui ont été récupérés de toute urgence sur la planète Mars au moment où il y a eu ce dernier clash monumental qui a pulvérisé la planète. Il suffit de voir la gueule qu'elle a maintenant. Qui ont monté à bord de cet engin en fuyant, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, et qui se sont donc écrasés sur Terre,
en amenant la diversité qu'ils avaient déjà amenée de la galaxie dont on est originaire. Donc, Agarthian, Anunnaki, même combat. Simplement, les Anunnaki, ça peut être descendant de Ritchie, dont ces Ritchie, certains étaient peut-être reptiliens, tu vois, c'est tout à fait possible, et en fait, ils ont simplement transporté avec eux tout au long de l'histoire et jusqu'aux Sumériens les connaissances qu'ils avaient. C'est ça qu'il faut retenir. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Franck, quand tu dis que nous sommes le mélange de centaines d'hominidés. Non, Néandertal est le mélange d'une centaine de centaines d'hominidés. Nous, on est un mix qui a été fait entre Néandertal et je ne sais trop quoi, dans un premier temps en essayant probablement de modifier Néandertal tout court, et dans un deuxième temps en essayant d'y ajouter notre propre ADN d'Agarthian pour arriver à créer Homo sapiens. Mais en aucun cas, nous ne sommes héréditaires de Néandertal. En tout cas, pas plus de 1,5% de notre ADN, autant dire rien. Alors là, Jo, c'est une question qui est très intéressante. Ceux qui nous ont créés, nous observent-ils? Si on en croit le Major Wesley, Shambhala et Lagartha étaient vides de population quand ils sont arrivés. Mais attention, il y a des indices troublants. Ils n'ont pas trouvé des kilomètres de poussière, par exemple, qui auraient dû être là, puisque des milliers, des centaines de milliers d'années sont passées. Ils n'ont pas rencontré de personnes vivantes, sauf peut-être ces 5 sarcophages qui se trouvent dans la salle du cristal, enfin tout à côté, et qui sont présentés comme étant les 5 derniers anciens à réveiller au moment où on décidera d'accomplir le cycle de renaissance de Lagartha. Toujours est-il que on a quand même Olaf Janssen qui a rencontré dans une des cités des gens qui ressemblent terriblement aux Agarthians, et que l'amiral Byrd, c'est tout pareil. Quand on fait les descriptions des 2 cités, celle d'Olaf Janssen et celle de l'amiral Byrd, on retrouve toutes les caractéristiques de Shambhala. Donc il est très clair que ces 3 endroits sont 3 cités sur les 98 qui ont été créées par les Agarthians. Et elles sont toutes placées à des endroits géographiques différents sur ce globe, ce qui est normal, puisque ces 98 cités sont réparties sur l'ensemble de la surface terrestre. Ça veut dire qu'on peut trouver des cités sur Terre, sous l'eau. Alors d'aujourd'hui, on ne les a pas trouvées, mais comme on dit, hein, c'est pas parce qu'elles ne sont pas visibles qu'elles n'existent pas. Non, William, pas de 800 mètres de haut. De 8800 mètres de haut. La taille de l'Everest, le navire. 19 km de long sur 8800 mètres de haut. C'est absolument colossal. Non, il n'y a pas de linéaire royale. En fait, quand on analyse les textes de Wesley, mais même les textes anciens, les Védas, le Bharata, etc., on n'est pas dans une monarchie, pas plus que dans une république. On est dans quelque chose qui est un peu un mix entre les deux. Je pense à une synarchie. Faut voir. Faut voir. C'est très compliqué comme système de gouvernement. Alors attention, Sandrine, faut pas te perdre. Faut pas te perdre. L'aspect d'Homo sapiens est très proche des humaniens. Les humaniens, ce sont les Agarthians. Les Agarthians, c'est la civilisation qui a été créée sur cette terre avant toutes les autres. Toutes les civilisations qui se sont succédées, que ce soit Antarctica, Hyperborée, Mu, Atlantis, sont toutes filles de cette civilisation. Donc, tous les habitants, je pense majoritairement, devaient nous ressembler. Mais pas que. Comme je te l'ai dit, il pouvait y avoir
toute une série d'espèces différentes. Donc, les Atlantes, c'est la dernière des civilisations antédiluviennes, et s'ils étaient plus évolués que nous ne le sommes aujourd'hui, enfin, que nous ne le sommes sur le plan, je dirais, spirituel et intellectuel, ils n'étaient pas forcément technologiquement plus avancés que nous. Mais ils avaient perdu une grande partie de la technologie d'origine, puisqu'ils font partie de cette diaspora qui a quitté l'Agartha pour conquérir l'ensemble de la Terre. En fait, si tu recherches les descendants des Atlantes, tu les trouveras à Mu. Si tu cherches les descendants de Mu, tu les trouveras à Hyperborée. Et ainsi de suite en remontant jusqu'en Agartha. Donc, les Atlantes ont vécu à peu près entre, on va dire, moins 35 000 et moins 12 500 avant notre ère. À cette époque, on était en plein néolithique. Donc, Néandertal, lui, continuait d'évoluer, de faire son bout de chemin. Et nos Atlantes n'étaient pas hyper, méga différents de Néandertal, simplement, ils nous ressemblaient comme toi et moi. Et n'avaient pas le front plissé, les arcades. Voilà, ils étaient, on va dire, excuse le terme, finis. Et donc, c'était aussi une différence. Les Atlantes, c'était des gens qui étaient en décalé, mais ils ne sont pas les premiers ni les derniers. Regarde-nous. Je vous parle de nous, la civilisation d'aujourd'hui, celle de maintenant, là. En Afrique, tu as les Pygmées, qui vivent de manière totalement primitive. En Australie, de moins en moins, mais ça existe, il reste des aborigènes. Les peuples papous, de Nouvelle-Guinée. Les Guaranis, et même plus les Guaranis, parce que maintenant il faut remonter sur les autres peuplades encore plus perdus dans l'Amazonie, vivent à l'âge de la pierre et nous faisons passer au-dessus de leur tête des Boeing. Les deux ont pu tout à fait cohabiter, comme aujourd'hui nous cohabitons avec des civilisations primitives, c'est pas incompatible, c'est même tous les jours constatable. Donc, dans l'échelle de l'évolution de Sapiens, on ne peut pas inclure les Atlantes, puisque les Atlantes sont issus directement de la chaîne humanienne. C'était des humains, mais j'allais dire de race pure, s'il fallait parler ça de race, je dirais, dont l'espèce n'avait pas été altérée par les Rikshi. Simplement, ils avaient évolué différemment. Parce qu'en quittant la cité de Shambhala et Agartha, ils ont été obligés d'abandonner l'essentiel de leur technologie, une grande partie de leur savoir, et qu'ils ont commencé à vivre, je dirais, à évoluer à partir de leurs mains et de leur QI. C'est-à-dire, ils reconstruisaient des choses. Au fil des générations, il y a plein de choses qui se sont probablement oubliées. Ils avaient conservé l'esprit de l'ordre premier, mais note bien que, par exemple, alors que Shambhala n'avait pas d'armée à l'origine, les Atlantes ont créé une armée pour se protéger. Pas une armée envahissante, une armée défensive, mais ils ont créé une armée. Parce qu'en face d'eux, ils étaient au contact de gens avec lesquels ils n'étaient pas en contact en Agartha, c'est-à-dire de ce que les Agarthiens appelaient les communs, c'est-à-dire toutes les autres espèces humaines qui n'étaient pas eux, et évidemment, si Agartha était protégée contre l'intrusion de gens violents et barbares, une fois sur Terre, c'était pas le cas partout, quoi. Donc, ils ont été obligés de se protéger aussi. Mais c'est un noyau d'humanien qui apparaît dans l'histoire des humains à un moment donné de l'évolution des humains. Alors, de Niro, c'est très très compliqué, on pourrait passer des heures là-dessus. On pourrait passer des heures. En fait, il n'y a pas eu de combat au sens combat. Il y a eu un génocide, un massacre absolument démentiel, qui est raconté dans les carnets de Wesley, lui-même les ayant extraits des archives de Shambhala. C'est très très compliqué, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Leur planète n'a pas explosé, il n'y a rien qui a explosé. Les Arzouls ne détruisent rien. Ils absorbent la vie.
Tu arrives à New York, ou plutôt ils arrivent à New York, tu imagines New York, 5 minutes après, tu es dans le désert du Sahara. Seul, bien sûr, si tu as survécu. C'est tout. La vie disparaît, elle est mangée, absorbée, consommée. Ils détruisent pas les immeubles, pourquoi faire? Il leur suffit d'être assez proche de leur proie pour en absorber l'essence de vie. Ils n'ont même pas besoin de te frapper, te couper, te tuer, ni même de te mordre. Il suffit qu'ils soient assez proches et ils absorbent ta vie, je ne sais pas, comme une éponge absorbe de l'eau sur une table. C'est pas plus difficile, mais c'est extrêmement difficile à expliquer. Simplement, cette peuplade astro-pérégrine, nomade si tu veux, est infiniment puissante, puisqu'elle a anéanti leur galaxie et la vie dans leur galaxie en 9 jours seulement. Ils ont tué 100 000 mondes. Imagine le nombre de vies par monde. Donc je veux dire, c'est même pas concevable pour l'être humain aujourd'hui. Ce serait très difficile de l'expliquer là. On est en train de parler des origines, on ne va pas aller carrément dans l'histoire au-delà de nos origines. Mais on y viendra dans une de ces émissions. Alors William, nos chances contre les Arzouls, je vais te donner un exemple. L'Agartha était à l'origine une civilisation de type 6, selon l'échelle de Khervatchev, je crois. Elle était pratiquement au point de l'ascension. 100 000 mondes, une galaxie entière. Les Arzouls ont détruit, anéanti, l'intégralité de la galaxie en 9 jours. Les Agarthiens avaient une technologie, un savoir, des moyens qui nous dépassent complètement. Nous ne sommes même pas déjà foutus de pouvoir exploiter l'énergie de notre planète, et eux, c'était l'énergie de la galaxie entière qu'ils géraient. Pour te donner une petite idée, je vais reprendre la phrase de Carl Sagan que j'ai beaucoup aimée quand on lui a demandé « Et notre civilisation terrestre, elle est de quel type ?» Il a répondu « Elle n'est même pas de type 1, elle est de type 0,76. » Tu crois franchement, avec les Agarthiens qui ont tenu 9 jours, qu'on tiendra 9 jours? On ne tiendra même pas 9 heures, on ne tiendra même pas 9 secondes. Ils nous tombent dessus, ils nous ont oblitérés avant même qu'on s'organise d'une manière ou d'une autre. Tout ce qu'on peut espérer, franchement, parce que pour eux, on est du bétail, hein, on est de la bouffe, c'est qu'ils ne découvrent pas que la planète Terre en regorge. Parce qu'ils auront vite fait de nous bouffer, mon pote. Et ça va faire très mal. Le baudrier d'Orion, Sandrine, c'est 3 étoiles qui sont alignées. Tu regardes la constellation d'Orion, ça fait en gros un sablier. Les 3 étoiles posées en travers, c'est le fameux baudrier, parce que Orion, c'est un chasseur et il a une ceinture, tu vois, un baudrier. Et toutes les galaxies ont été personnalisées sous la forme de personnages légendaires et mythiques, mythologiques, par les Grecs, les Romains aussi, et c'est resté. Et la constellation d'Orion, le baudrier d'Orion, c'est ces 3 étoiles. Oui, exactement, c'est ça, c'est la fameuse ceinture. Oui, Sandrine, je pense aussi que les reptiliens, il y en a des bienveillants, des malveillants, et c'est aussi une des raisons, d'ailleurs, je te dis, bon, moi, j'y crois pas trop, hein, aux momies Nazca, la tridactyle. J'y crois pas trop, franchement, hein, honnêtement. Mais, pourquoi pas? Et peut-être, pas elle, mais peut-être qu'un jour on mettra la main sur des vestiges reptiliens. C'est pas interdit d'y penser. La Terre est vaste, 510 millions de kilomètres carrés. Il y a de quoi retrouver des vestiges et encore. Mais une chose est sûre, la civilisation d'aujourd'hui tente à placer toutes les civilisations antédiluviennes au mieux comme des mythes, au pire comme des méchants. Il suffit de lire la Bible. Ce qui me plaît, moi, dans les scientifiques, c'est qu'ils disent « Mais la civilisation de Noé, elle n'a jamais existé.
Ah bon, il vient d'où Noé? Il est bien né d'un père d'une mère. Il a bien habité un lieu avant de prendre sa barque là et de se barrer. Ces antédiluviens-là, qui dit qu'ils étaient méchants? C'est Noé. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Je dirais là par les survivants. Qu'est-ce qu'on en sait, nous? Tout ce qui est quand même étrange, c'est que quand on retrouve des textes secrets, sacrés, que l'on regarde ces textes dans le temps, ils nous parlent toujours de mondes absolument merveilleux qui font passer notre civilisation pour une belle merde. Oui, oui, De Niro, tu verras l'émission prochaine qui va passer. Effectivement, Alexandre de Macédoine a rencontré des Acarthiens. Effectivement. Et on en a une preuve sur place là-bas. Il y a de grandes chances, William. Il y a d'énormes chances, William, que toutes les découvertes qui seront sur Mars, ils vont essayer de nous les planquer, tu sais. Ils vont nous le faire à la Total Recall, tu sais, avec Schwarzenegger, là, les fameux stellaires, tu parles, qui vont planquer tout. C'est évident, mais tu t'imagines 30 secondes la portée, William. Imagine 30 secondes la portée. On s'aperçoit que Sapiens, on en a la preuve génétique, n'est pas terrestre. Donc il est extraterrestre. Donc les extraterrestres existent, à commencer par nous. C'est énorme. Mais si on est extraterrestre, c'est qu'on vient d'ailleurs. Et dans les textes qu'a récupéré Wesley à Shambhala et à Nagartha, ils nous disent qu'ils habitaient avant de venir sur Terre, sur une planète qu'ils situent très exactement comme la 4e en partant du Soleil, donc Mars. Cette planète, ils y ont bâti une civilisation. Pas trois caoutes, hein, une civilisation. Elle a été pliée, anéantie, ok, on l'entend bien. Mais les civilisations agarthiennes, c'est des trucs gigantesques. Quand tu réalises que Shambhala, telle qu'elle est décrite par Wesley, c'est une cité de 28 800 mètres de haut, 7000 étages, 55 km de diamètre. Elle peut contenir à elle toute seule la population de l'Europe de 27 et faire bouffer tout le monde à sa faim et que tout le monde ait tout ce qu'il faut. Comment ne pas imaginer que sur Mars, ça n'ait pas été le cas non plus? On va trouver des choses absolument hallucinantes, mais comme je te l'ai dit, la langue mère, la langue des origines, la langue hiératique, la langue qu'on écrivait, comme tu écris avec ton stylo bic quand tu écris une lettre à un pote, c'était le kamana. Le kamana, on l'a sur Terre. Et si on vient de Mars, il y a du kamana sur Mars. Quand les chercheurs vont trouver du kamana sur Mars, comment ils vont pouvoir expliquer, vu que c'est les premiers censés être arrivés sur Mars? Tu vois un peu le bordel. Et puis bien entendu, à partir du moment où on reconnaît que nous sommes extraterrestres, que nous sommes une civilisation qui était avancée et pas des abrutis mentaux dormant dans une grotte, ben alors, tout le beau discours du nouvel ordre mondial, il vole en éclats. Le nouvel ordre mondial, je te fais une traduction rapide. En dehors de moi, point de salut. Avant moi, la barbarie. Nous sommes nés avec Sumer. Ça, c'est le langage du nouvel ordre mondial. Tu leur prouves que non seulement ça existait avant eux, mais qu'en fait, c'était vachement mieux avant eux. Pour le fait que tu es suivi par tout le monde, tu t'imagines en 2 secondes, mais tu les mets à poil. Ils perdent tout leur pouvoir, ça, ils ne peuvent pas l'accepter. C'est impensable. C'est comme si aujourd'hui, tu disais au gouvernement, au Parlement, Sénat et Assemblée nationale, on n'a plus besoin de vous, on a un système qui nous permet de fonctionner sans vous. Et ça va même marcher bien mieux, parce que nous, on est en prise directe avec ce système. Tout à fait, Greg. Effectivement, il était très proche, Tesla, de mettre la main sur l'énergie libre, la fusion en froid, telle qu'elle est décrite par Wesley dans La Cité et son fonctionnement. Tous les phénomènes que Wesley décrit en 1925 ont été décrits par Tesla comme théoriques. La force de Tesla, c'est qu'il était même capable de voir ce que ça allait donner alors qu'il n'était encore au calcul, lui. Et Wesley
n'a fait que prouver que c'était possible et que Tesla ne rêvait pas du tout. L'énergie libre existe, est faisable, est réalisable, est surpuissante. Elle surdomine l'énergie électrique et l'énergie nucléaire à des degrés que tu n'imagines même pas. Oui, effectivement, mais on est même plus que Homo stellaris, Sandrine. On est Homo supérieur. On est au-delà de la chaîne de Gaïa. On est au-delà. On est des Homo supérieurs. Tous, autant qu'on est. Tous ceux qui sont là devant cet écran, vous êtes d'une espèce stellaire et supérieure. Mais ça va être très difficile de pouvoir révéler tout ça. Et de montrer qu'en réalité, Néandertal, oui, ben, l'origine de l'homme, non. Néandertal, c'est l'origine de l'homme de la Terre, de l'homme conçu par Gaïa. Mais ce n'est pas l'origine de Sapiens. Sapiens est un mix malheureux qui n'aurait jamais dû exister. Et Humanien, c'est une espèce humanoïde tout à fait comparable dans son évolution à celle de Néandertal. Un tout petit détail, c'est qu'on n'est pas né, on n'a pas été conçu par la planète Terre, on n'est même pas de la planète Terre. Au premier abord, en ce qui nous concerne, nous, on serait d'une planète qui s'appelle Prime, qui serait en plus 4 fois plus grande et plus grosse que la Terre, ce qui fait qu'on était en fait au départ beaucoup plus grand qu'on ne l'est aujourd'hui. Donc la légende des géants n'est pas à déconsidérer non plus et à explorer. C'est vrai que ça va être extrêmement difficile pour je ne sais pas combien de gens de pouvoir accepter cette vérité. Le jour où on aura découvert Agartha, où on pourra le montrer à la population mondiale et faire la fusion, c'est-à-dire que les gens acceptent comment dirais-je, le nettoyage de leur ADN, en quelque sorte, pour redevenir un garçon à part entière. Enlever cette difformité qui nous a été collée par les rishis et qui nous plombe la vie. Hein. On devrait vivre 800 ans, on en vit au mieux que 120. On devrait avoir un QI de fou furieux, on n'utilise que 10% de notre cerveau. On chope toutes les merdes de cette planète, on était en principe totalement étanche. Je veux dire, franchement, on n'a rien gagné. Hein. Je comprends que les Ricci aient essayé, dans leur âme et conscience, à essayer de nous rendre compatibles avec la planète Gaïa, mais la planète Gaïa, visiblement, n'était pas très contente qu'on vienne squatter sa baraque, et encore moins qu'on essaye de la modifier en long, en large et en travers. Donc, elle nous a rendu un chien de notre chienne, hein, c'est clair. Et à l'heure d'aujourd'hui, le seul moyen de sortir de cette misère dans laquelle on est, c'est de revenir à la base. Hein. Revenir à la maison, revenir aux fondements de la civilisation agarthienne, qui sont nos vrais fondements et pas les fondements de cette civilisation de merde qui est complètement l'opposé. La civilisation actuelle est l'équivalent du négatif d'une photographie, c'est de dire, tu vois. Donc il faut vraiment s'en débarrasser, quoi. Et le fait d'aller en Agartha, ça va non seulement permettre de révéler ces véritables origines de l'homme, de nous en fait, ces véritables origines de nous, il faut parler de nous, et ensuite de remettre un peu d'ordre et sur cette terre et en nous-mêmes, parce qu'on en a besoin. Il faut que tout ça s'arrête, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pourquoi je m'en prends plein la gueule, parce qu'il est évident que si je peux authentifier cette découverte, la montrer, la prouver de manière indiscutable, c'est l'effondrement même de celle-ci. La civilisation d'aujourd'hui. Tu en connais beaucoup, toi, des gens qui ont envie de vivre en enfer? Pas moi, tu vois. Donc, si tu leur dis, il y a une porte ouverte au paradis, tu vas voir le nombre de gens qui vont dégager de cette civilisation, parce qu'ils n'ont pas l'intention d'en prendre plein la gueule comme ça, ad vitam aeternam, quoi. Hein. Ah, mais de toute façon, c'est pas tellement la maîtrise de l'énergie, Greg, qui pourrait nous rendre notre côté, entre guillemets, divin. C'est tout simplement qu'en se nettoyant de ces imperfections, nous allons retrouver notre origine naturelle. Voilà. C'est tout bête, hein. C'est tout bête, mais tu les as lus, ces bouquins, tu les connais. Tu y as accédé aux 300 balades, tu as pu lire et suivre l'évolution, revoir tous les détails. Tu sais très bien que la seule solution, c'est de retourner là-bas et d'activer tout ce bordel et de mettre un point final à ce qui existe. C'est évident.
Mais bien sûr, Sandrine, mais bien sûr, Sandrine, que Gaïa nous considère comme des parasites. Et tu sais, les retours de manivelle, genre les phénomènes climatiques, c'est des baffes qu'elle nous envoie, hein. Alors c'est pas un levier, Greg, hein, c'est pas un levier. C'est en fait la technologie telle qu'elle est décrite par Wesley dit qu'il existe dans la salle du cristal une sorte de poste de commande où dessus il y a toute une série de volumes, des cubes, des machins, des trucs, et un volume qu'il appelle l'octaèdre, ou l'octogone, je crois. Et cet octogone lie notre ADN. Et dans notre ADN, évidemment, l'ADN humanien. Seul un humanien, ou un être humain ayant assez de gènes humaniens, peut activer le système complet de réactivation de la cité de Shambhala, laquelle contrôle les 97 autres. Ce qui provoquera à ce moment-là une mise en fonction de tous les éléments qui sont là-bas, et pour les gens qui sont sur place, la capacité ensuite de se nettoyer, de se remettre en état. Il est évident qu'au même moment, quand on aura passé la main sur l'hectaèdre, c'est la fin du nouvel ordre mondial, point barre, hein. Ils le savent. Dis-toi bien une chose, ils sont tellement distincts de nous, puisqu'ils ont encore en grande partie leur ADN humanien, puisque ce sont des gens qui considèrent les êtres humains comme des esclaves, comme des sous-merdes, quoi, hein, pour être clair, qu'ils sont parfaitement identifiables à partir de Shambhala. Tu sais qu'on pourrait décider, par exemple, leur annihilation en arrivant à tuer chacun d'entre eux, même au milieu d'une foule, sans tuer les autres. Parce que là-bas, le système, l'intelligence artificielle qui contrôle Shambhala, est capable de précisément les localiser et les dissoudre, si je puis dire. Tu comprends bien qu'ils se font un souci d'encre si on met la main dessus, et comble de tout, nom de Dieu, ce seraient des humains qui prendraient le contrôle sur des humaniens, sacrilège. C'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs, hein. Comme dans toutes les révolutions, hein. Ça part du bas, hein. Donc, ils vont être contents, je te jure. Donc, je vous laisse me poser encore quelques questions, et ensuite, je vais vous abandonner, en sachant quand même que si vous voulez vraiment en savoir dans le détail, absolument tout dans le détail, et il faut se procurer ce bouquin, le tome 2 de Civilisation antédiluvienne, les origines de l'homme, où vous allez avoir infiniment plus de détails que tout ce qu'on a pu discuter jusqu'à présent. Parce que il faudrait plus que 2 heures pour parler de tout ce que contient ce bouquin. Merci beaucoup, William, et je remercie beaucoup, William, de tes questions qui étaient très pertinentes, qui étaient véritablement très intéressantes parce qu'elle a permis de rebondir sur des différents points de détail, et c'est très bien, tu es un bon chercheur, je sens quand même que tu te creuses quand même les ménages, il y a des choses qui te travaillent, et tu as raison, continue, il faut creuser, il faut rien lâcher. Oui, merci beaucoup Sandrine et Ida. Écoutez les filles, franchement, je vous adore. Vous êtes des nanas absolument incroyables. Ah, si je connaissais plus d'Agarsiennes que comme vous, ce serait parfait, hein, parce que franchement, la mentalité antédiluvienne, vous l'avez intégralement toutes les deux. Vous êtes absolument formidables, et moi, ça me fait un plaisir. J'ai quand même le plaisir de voir que petit à petit, je commence à rencontrer des gens de ma fibre. Et ça me fait un bien fou. Et j'espère que ça vous fait un bien fou. Voilà. Je relance quand même. Je vous salue tous, mes enfants, et comme dirait dans Star Wars, que la force soit avec vous. Ciao.